Réunifier la patrie par des moyens pacifiques est dans l'intérêt général de la nation chinoise. C'est ce qu'a déclaré le président chinois Xi Jinping le 9 octobre 2021 à l'occasion du 110e anniversaire de la Révolution de 1911. Sommes-nous en pleine seconde guerre froide sans même le savoir ? Il existe aujourd'hui une concurrence qui bat son plein entre les USA et la Chine, métronome de la société contemporaine de par leur influence dans de nombreux domaines. Le principe « un pays, deux systèmes » tiendra-t-il encore longtemps entre la République populaire et les nationalistes taïwanais ? L'archipel est en effet au centre de cette rivalité et représente l'un des nombreux enjeux de cette dernière. Nous avons décidé de nous pencher dessus aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Via Sophie Radio, la radio du lycée Sophie Berthelot. Tout de suite, Puissance, premier épisode spécial Chine, le générique. Puissance, épisode 1, la Chine. Les tensions apparaissent après l'exil des nationalistes à Taïwan. Un résumé historique des relations sino-taïwanaises semble important. Les enjeux géopolitiques et stratégiques sont conséquents. La puissance chinoise est-elle en déclin ? Pour le savoir, nous avons interviewé Qing Feng, étudiante chinoise en Master Management responsable des entreprises à Sciences Po Lille. Les enjeux sont aussi économiques. La Chine souhaite passer première puissance mondiale dans ce domaine. Quel rôle joue Taïwan et son industrie technologique au cœur de ces tensions ? Tout d'abord, pour bien comprendre la situation actuelle que traversent les deux pays d'Asie de l'Est, reprenons le contexte historique qui les a menés à hautes tensions militaires actuelles. Puissance, par Victor Caron et Vanda de Jong. Taïwan est une île de 23 millions d'habitants située tout près de la Chine. L'île fonctionne comme un pays traditionnel avec un drapeau, un gouvernement et une dirigeante, Tsai Ing-wen. Pékin revendique sa supériorité sur l'île et prône le fait qu'il n'y ait qu'une seule vraie Chine, tout en affirmant représenter Taïwan à l'ONU depuis plus de 50 ans maintenant. Mais l'actuel président chinois Xi Jinping affirme depuis 2013 sa volonté de réunification, faisant craindre une attaque militaire. Petit retour en arrière vers la fin du 19e siècle. Après 2 siècles sous domination de la Chine impériale, la première guerre sino-japonaise laisse Taïwan sous domination japonaise, et ce pour près de 50 ans. Durant cette période, l'île développe son économie en démarrant un processus d'industrialisation. Après la Seconde Guerre mondiale, Taïwan repasse sous domination de la République chinoise sur décision des Alliés. La Chine connaissait alors 2 courants politiques majeurs depuis 1911, le Parti communiste chinois, aussi appelé PCC, et le Kuomintang, mouvement nationaliste. Ces 2 partis prendront rapidement les armes l'un contre l'autre. En 1949, le PCC de Mao Tse-tung l'emporte. Un exode vers Taïwan est inévitable pour 1,5 à 2 millions de Chinois nationalistes, ce qui provoque la séparation de la Chine en 2. D'une part, la République populaire de Chine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et d'autre part la République de Chine, siégeant à Taïwan et sur d'autres îles alentours. À l'époque, les USA reconnaissent Taïwan en tant que Chine qui se bat contre le communisme. Cet élan solidaire ne durera pas indéfiniment, puisque le nombre de pays reconnaissant une légitimité à Taïwan a considérablement baissé au profit de la République populaire de Chine. La conséquence de cela est qu'aujourd'hui, seuls 15 États reconnaissent encore Taïwan après la perte de son siège à l'ONU en 1971. En 1979, les USA votent le Taiwan Relations Act, qui indique que les relations avec le gouvernement de l'île sont similaires à toute autre relation, sans pour autant reconnaître officiellement le pays à l'international. Pour Taïwan, 1992 est une année synonyme de démocratie. En effet, les premières élections sont organisées cette année-là, après la fin du parti unique en 1986. Depuis 2013, le président Xi Jinping a augmenté significativement la pression sur le territoire taïwanais. Les incursions de l'armée chinoise dans les espaces aériens de défense des forces taïwanaises sont quotidiennes, alors que la région est fortement militarisée, autant par la Chine que par les USA. En quoi la vision patriotique extrême de Xi Jinping place la Chine dans la liste des régimes autoritaires ? La nature de politique du pouvoir en Chine, les pays occidentaux pensaient que la Chine est aujourd'hui un pays autoritaire.
Aujourd'hui, comme les services bibliques, les systèmes financiers, les banques, les médias, ils sont contrôlés par le gouvernement chinois. Mais l'autre partie, il y a aussi des traces de démocratie libérale. Certes, il y a beaucoup de nouveaux militants souhaitent avoir une vie plus libérale et plus démocratie, mais c'est aussi le vœu de jeunes générations. On espère que ça ne sera pas loin de changer, mais bien sûr, aujourd'hui, c'est plutôt hybride pour moi. La Chine peut-elle devenir la première puissance mondiale en vue de son état de forme actuel ? Au niveau lointain, histoire lointain, on sait que dès le 30 dynastie, c'est-à-dire c'est l'année 600 ans à 900 ans, la Chine a déjà eu des dynamiques économiques culturelle aussi qui par le biais de la route de soie. Alors sa première fois et aussi la dernière fois était la première place de PIB mondial était de l'année 1500 qui présente 25% de PIB mondial. Et puis vous savez aussi par rapport à la première industrielle mondiale, à cette période-là, il y a du pétrole et de l'électricité, la chimie. La Chine a subi aussi la guerre de l'opium qui a perdu aussi le rencontre pour 90 ans. Et depuis l'année l'année 70 et l'année 80, et la Chine commence à avoir ouvert le pays, faire la réforme industrielle et aussi la réforme économique. Et ça commence à évoluer un tout petit peu au fur et à mesure. Et puis une tendance pour la dernière fois qu'on a vue, c'était l'année 2020. Le PIB, ça augmente à 15% juste derrière des États-Unis. C'est vrai que ça a l'air une évolution très forte, mais aujourd'hui la Chine est toujours un pays en cours de développement et par rapport avec d'autres pays qui sont déjà très loin de commencer la révolution industrielle qui a plus quasiment 200 ans. Ce n'est pas encore la première puissance mondiale aujourd'hui. Il y a un grand pas parce qu'il y a un grand écart entre les pauvretés aussi, les des classes moyennes aussi, des gens, une partie des gens qui sont plus riches. Il faut avoir encore un peu de temps pour que le pays se stabilise pour avancer. Quel est le point de vue chinois par rapport à la démocratie américaine ? D'un côté, la démocratie américaine a été inspirée par les lois françaises. Et puis, ils ont dans le sens très libéral et aussi très démocratie. Alors qu'ils ont une libération d'esprit et un système politique démocratie pour ces peuples, ça on est au courant depuis qu'ils ont créé il y a presque 300 ans. Alors de l'autre côté, moi personnellement, je pense que c'est un peu trop libéral par rapport à moi, j'ai vécu en Chine que c'est totalement interdit que même on est allé dans le métro ou aller dans le train, on est toujours sous contrôlé, même des couteaux ou d'autres choses, on n'a même pas le droit d'y mettre. Donc pour moi c'est un grand écart. Voilà, c'est bien, c'est démocratie pour libéral de l'esprit des humains, des peuples, ça je suis totalement d'accord. Mais l'autre côté, moi je pense qu'il faut quand même avoir certaines limites par rapport à mon propre point de vue. Le vendredi 3 février 2023, un ballon d'origine chinoise a été aperçu dans l'espace aérien américain. Pékin affirme que ce ballon-sonde évoluant dans la stratosphère n'est qu'un outil météo égaré. Il survolait récemment le Canada, l'Alaska et le Montana, plus précisément des bases contenant des silos de missiles nucléaires américains. La visite d'Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, initialement prévue le 5 et le 6 février, s'est vue annulée. Après les dires du porte-parole du département d'État, il s'agit d'un acte irresponsable et une violation claire de la souveraineté des États-Unis. Un acte de plus agrémentant les tensions entre les deux puissances. L'ouverture économique chinoise ne se traduit pas par une libéralisation politique. Le contrôle interne et autoritaire du Parti communiste est maintenu. Dans les années 1990, la Chine devient un partenaire commercial majeur pour les principales puissances à travers le monde. Sa puissance économique est fondée sur le faible coût de la main-d'œuvre et l'exportation de produits manufacturés.
Tout ceci est facilité par son adhésion à l'OMC en 2001, une organisation internationale qui s'occupe des règles concernant le commerce entre les pays. Bien que son premier partenaire soit les États-Unis, la Chine investit de plus en plus dans les autres pays émergents et en Afrique. Depuis 2010, le pays possède le deuxième PIB au monde, devant le Japon et derrière les États-Unis. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, les autorités n'hésitent pas à faire preuve de dirigisme, dans le but d'accéder au premier rang économique mondial. Le dirigisme se définit par une importante intervention de l'État dans le système économique afin de réguler l'activité des marchés. Les nouvelles routes de la soie sont un projet de création d'infrastructures dédiées au transport de marchandises de la Chine vers l'Europe en passant par l'Asie centrale et l'Afrique. Xi Jinping, après avoir annoncé ce projet en 2013, parle d'un projet pour le siècle à venir qui sera bénéfique pour le monde entier. En premier lieu, le projet fut présenté comme un plan économique visant à désenclaver la Chine, s'éloignant encore un peu plus de l'isolationnisme historique de l'Empire du Milieu. Mais aujourd'hui, le projet s'avère être une opportunité économique, politique et stratégique pour la Chine face aux autres pays émergents comme la Russie et l'Inde. Le positionnement de bases militaires chinoises en fait un passage stratégique. La mondialisation est recentrée sur le continent eurasiatique dans les intérêts chinois. Selon le dirigeant chinois, d'ici à 2050, la Chine devra se hisser au premier rang du monde en termes de puissance globale et de rayonnement mondial. Malgré cela, le projet présente des faiblesses. La Chine pousse les pays concernés à s'endetter dans le but de créer de nouvelles infrastructures. La Chine est donc accusée de manipuler les économies partenaires dans ses propres intérêts. Historiquement, c'est l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping à la fin des années 1970 qui marque l'ouverture de la Chine sur le monde. Cette politique fait que depuis 3 décennies, la République populaire connaît une croissance économique de l'ordre de 9 à 10% par an, ce qui est considérable. Elle produit une grande partie des produits de consommation courante bon marché, comme les vêtements ou les chaussures. Des villes-ateliers spécialisés pour la plupart qui sont répartis sur tout le littoral, comme Suzhou, qui produit 65% des souris d'ordinateur commercialisées dans le monde. Dans le secteur recherche et développement, la Chine se situe au 3e rang derrière les États-Unis et le Japon. Les infrastructures nécessaires à cette croissance ont fait l'objet de programmes ambitieux dans le domaine des télécommunications, des équipements de transport, sans oublier la réalisation gigantesque comme le barrage des Trois Gorges. De l'autre côté du détroit de 160 km, Taïwan. 22e puissance économique mondiale, 36 000 km² de territoire et 23 millions d'habitants. Cet archipel a toutes les caractéristiques d'un État autonome. Il bénéficie d'un statu quo qui prône la politique de la seule Chine, qui fait que Taïwan n'est pas un État indépendant, mais conserve un statut autonome et la Chine n'engage pas d'action militaire. Mais ça, c'est sur le papier. La forte présence militaire américaine dans le Pacifique conduit les Chinois à se préparer aux éventuelles attaques. Lorsque la sénatrice Nancy Pelosi s'est rendue à Taïwan durant l'été 2022, la Chine a vu en cet acte un aveu d'opposition des USA, marquant le début d'un froid diplomatique entre les deux pays. En termes d'économie, Taïwan est le leader mondial dans la production de semi-conducteurs. Un semi-conducteur, c'est un composé chimique solide qui peut conduire l'électricité sous certaines conditions, permettant de contrôler le courant électrique. Mais ne nous égarons pas dans les explications technologiques, l'entreprise TSMC est le principal fournisseur des géants du numérique comme Apple. Il existe une concurrence sino-américaine concernant le marché technologique à laquelle la Chine est dépendante mais souhaite s'en désengager et prendre son indépendance. Les États-Unis craignent les futures actions que pourrait mener la Chine envers l'archipel. Leur supériorité technologique serait alors remise en jeu. C'est pourquoi ils appliquent des sanctions aux entreprises fournissant des composants à la Chine, souhaitant garder leur prépondérance sur le marché au point d'envisager la délocalisation de certaines usines vers l'Arizona. Un débarquement chinois sur les côtes taïwanaises serait assez coûteux en termes d'unités à déployer, mais plus généralement en termes d'économie militaire. Cette opération serait à la fois la plus ambitieuse, mais surtout la plus risquée de l'histoire. Cela provoquerait de nombreux dommages collatéraux sur l'île. Selon une étude menée sur les effectifs militaires, le nombre de soldats minimum pour conquérir et assujettir un territoire est de 20 pour 1000 habitants. Si l'on convertit cela à la population taïwanaise, cela signifierait que l'armée chinoise devrait compter minimum 400 000 soldats. En réalité, pour la faisabilité de l'opération, la Chine devrait envoyer près du tiers de leur effectif militaire, soit 600 000 soldats, à l'assaut de l'archipel. De par la situation géographique, un débarquement sur les plages serait trop risqué.
C'est pourquoi de nombreux avions militaires seraient réquisitionnés pour bombarder l'île en continu. Dans l'attente d'un conflit, Taïwan pourrait démarrer la fortification de ses rares plages pour éviter un débarquement maritime. Bien sûr, une quelconque opération militaire mène directement à une escalade avec les États-Unis et la menace d'un nouveau conflit mondial n'aurait pas été autant présente que depuis la crise de Cuba en 1962. Merci à tous d'avoir écouté Puissance la Chine. Merci aux intervenants qui nous ont accordé du temps pour leurs interviews. Merci à Victor Caron à la rédaction, accompagné de Vanda de Jong à la présentation. Un grand merci à Anthony Fontaine à la technique et à l'administration du lycée. C'était Puissance, épisode 1 spécial Chine sur Via Sophie.